Bienvenue sur Pluton Football. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir et de recevoir Maïta Molongo. Maïta, je te souhaite la bienvenue et je me réjouis avec Guillaume de commencer cette conversation ensemble. Merci à vous. Oui, Maïta, bienvenue. Et avant de commencer, je m'adresse juste à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche afin de ne rien manquer. Et si vous voulez encore plus de contenu, d'invités, d'histoires inspirantes, il faut liker, commenter et partager. C'est aussi votre chaîne. Alors n'hésitez pas à donner votre feedback, vos idées sur des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde ou des invités que vous aimeriez voir sur la chaîne. On a besoin de vous. Plus votre soutien sera grand, plus la chaîne et les invités le seront. Donc, merci encore. Et Maïta, on va pouvoir commencer. Et la première question qu'on va te poser, c'est simplement qu'est-ce que le mot inspirer signifie pour toi? Je pense qu'inspirer, c'est d'avoir des histoires ou des personnes qui vous donnent une sensation qu'il y a pas de limite, que tout est possible, qu'à la fin, si on met l'effort nécessaire, si on met la préparation nécessaire, on peut atteindre des choses qui apparemment, sur le papier ne sont pas celles qu'on espère de toi, de par tes circonstances, de par où tu viens ou de par ton background. Et donc, à mon avis, inspirer, voilà, c'est d'être capable de voir au-delà des obstacles évidents et de pouvoir un petit peu lever le zoom et de dire, voilà, jusqu'où je peux arriver, d'avoir des gens ou des histoires qui vous poussent à ça. Et sur la base de ton histoire, comment toi, tu aimerais inspirer les gens? Ben, moi, je viens d'un petit village, moi, je suis né à Saint-Imier, donc un petit village dans le Jura bernois, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai grandi à cheval entre Tramelan et Courthéberg, qui sont deux petits villages aussi de la région. Et je pense que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur le papier, c'est pas le parcours que peut-être que moi j'aurais pensé avoir ou que les gens auraient pensé qu'un garçon de Courthéberg ou de Tramelan pourrait avoir, non? Et j'espère et c'est pour ça que je suis content que vous m'ayez invité, je vous remercie de l'invitation. J'espère que ça pourra montrer à d'autres garçons ou filles d'un petit village de Suisse que, que je pense qu'on peut se frayer un chemin et qu'il y a des belles opportunités qui nous attendent au-delà des chemins battus. Au-delà on peut dire de la chance qu'on doit avoir aussi dans une carrière, du timing, des rencontres, à quoi est-ce que tu dois ta réussite, ton succès? Je pense que si je dois faire une comparaison avec le foot, je pense que j'ai toujours essayé d'entrer dans la surface de réparation. C'est-à-dire à la fin en restant au milieu de terrain, on marque pas de but. Et, et je pense que ma philosophie a toujours été, je dois essayer de rentrer dans la surface de réparation. Puis après, ça dépend de ma préparation, après être capable de finir et puis de marquer le but. Non, mais je dois essayer de trouver une manière d'entrer dans la surface de réparation. Je dois essayer de provoquer des situations. Bien sûr qu'il y a des éléments de chance. Je pense que j'ai été chanceux, non? Je pense que j'ai de la chance, non? Mais je pense aussi que la chance, j'ai essayé de la provoquer. C'est-à-dire, j'ai essayé de créer des situations où j'étais dans la surface et puis qu'il pouvait y avoir comme pousser que je tombe, que ce soit penalty ou que des centres arrivent. Mais j'ai essayé de créer ces situations-là, non? Et moi, je pense qu'il n'y a jamais de mauvaise réunion. Je pense que je prends toujours toutes les réunions en sérieux dans le sens où on ne sait jamais d'où l'opportunité peut arriver. Et, et mon parcours, c'est un petit peu ça, non? La manière dont j'ai quitté le FC Bienne pour partir à l'Atlético de Madrid, voilà, c'était une combinaison de chance, mais aussi d'être au bon endroit, d'avoir créé, disons, l'opportunité pour que ça se passe. Après, tu peux entrer dans la surface de réparation, puis pas avoir les qualités pour marquer, ça, c'est une autre question, non? Mais je pense qu'il faut générer cette opportunité-là, et j'ai essayé de faire ça, et je continue à essayer de faire ça au jour d'aujourd'hui. Maintenant, si tu nous traduis cet exemple et cette métaphore qui est très bien dite, je pense, sur le terrain de tous les jours. Tu as parlé de la qualité qu'il faut avoir, quand tu es dans la surface. Ah, si tu devais penser à une qualité qui est vraiment primordiale pour toi, avec le recul au jour d'aujourd'hui, c'est laquelle? Think big, penser grand, non? Ne pas s'auto-limiter, c'est-à-dire quand
je te donne un exemple. Quand j'ai eu la possibilité de pouvoir partir à l'Atlético de Madrid, au départ, c'était un essai. Non, donc, je suis parti faire un essai à l'Atlético de Madrid et ma mentalité aurait pu être la chose logique, c'est que si toi, tu viens du FC Bienne, que tu t'es formé dans d'autres petits clubs, la chose logique, c'est qu'on ne prenne pas. Parce que tu vas avec des gens qui sont soi-disant d'un niveau supérieur, qui ont joué ensemble depuis je ne sais pas combien d'années. Mais à mon avis, la différence entre eux et moi, c'est que probablement ma préparation était moindre que la leur, mais moi, j'avais faim. Moi, j'avais faim, j'étais déterminé. Et ça, c'est l'attitude que tu as ce que moi, j'ai appris durant ma carrière, c'est que l'attitude est souvent plus importante que tes qualités. Que tes qualités, non? C'est quelle attitude tu as, c'est quelle envie tu as, c'est quelle faim tu as de pouvoir avancer. Et, et comme je te disais, j'avais l'option de pouvoir rester en Suisse, d'aller à l'Étoile Carouge. J'avais l'option d'aller à IB, dans la deuxième équipe. Et j'aurais pu dire, I could have played safe, non, comme disent les Anglais, j'aurais pu dire, voilà, l'option la plus logique, c'est de rester là. Je peux aller à Carouge, j'aurais pu faire l'université là-bas, j'allais le faire. Mais moi, je me suis dit, je veux essayer de prendre cette opportunité, je veux prendre ce risque-là. On y va. Ben, on y va avec toutes les conséquences, avec la détermination de pouvoir y arriver, non? Et tu vas, et puis tout d'un coup, tu te retrouves en Espagne sans parler l'espagnol, non? Et puis de nouveau, on repart la même chose. Moi, je voulais étudier à l'université. J'aurais pu dire, voilà, je viens d'arriver ici, j'ai une opportunité dans le foot, laissons un petit peu l'université, concentrons sur le foot, c'est l'important. Mais moi, je dis, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le foot. Ça peut durer une semaine, ça peut durer une année, ça peut durer un mois, je sais pas. Je veux faire l'université, donc j'ai dû, disons, me présenter à l'examen pour entrer à l'université en Espagne, j'ai dû apprendre l'espagnol, c'est-à-dire get out of the comfort zone, non? Sortir de la zone de confort. Je pense que c'est ça un petit peu qui est important dans la vie. Après, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais ça fait partie aussi du parcours. Il n'y a pas eu que des moments faciles. Et par rapport à ce que tu viens de dire, ben, quand tu vas faire cet essai et que tu signes à l'Atlético de Madrid, tu es relativement jeune et tu as parlé de la mentalité que tu avais déjà, de l'attitude que tu avais où tu allais pas là-bas comme un petit, Suisse, tu allais là-bas, ben, justement pour réussir, pour t'imposer et pour pouvoir, ben, jouer là-bas. À ce moment-là, elle vient d'où cette mentalité-là que tu as déjà sur ce moment? Parce que c'est relativement jeune. Mhm. Je sais pas, j'ai toujours eu cette- j'ai toujours eu faim. Tu vois, j'ai la même faim aujourd'hui à 40 ans que j'avais quand j'ai commencé à 18 ans. J'ai une envie d'essayer de progresser, une envie d'essayer de me mesurer à d'autres, j'ai envie de prouver que je peux m'imposer dans des endroits. Après, je vous répète que c'est pas une ligne droite, hein. Il y a des moments, il y a des bons moments, il y a beaucoup de moments difficiles. D'ailleurs, normalement, plus de mauvais moments que de bons moments. Et les gens, souvent, ils voient que la fin de l'histoire, ils voient que le moment où ça marche, où c'est bien, mais il y a beaucoup plus de moments difficiles que de moments faciles. Mais je sais pas, c'est la mentalité. Moi, j'ai toujours eu à la maison, la mentalité, ça a toujours été prépare-toi, donne-toi les possibilités. Est-ce qu'il y aura des difficultés? Oui, mais donne-toi les possibilités de pouvoir avoir des bons résultats, non? Donc, c'est toujours un petit peu la mentalité que j'ai sentie autour de moi aussi à la maison, non? Donc Donc, ça vient beaucoup de tes parents, du coup, j'imagine, de l'éducation que tu as reçue. Parents, après, j'ai aussi eu la chance d'être entouré d'amis qui ont été stimulants aussi, tu vois. Des gens qui avaient aussi cette envie de s'améliorer, qui te poussent à faire des choses, non? Tu peux avoir des amis autour de toi qui te retiennent, non? Et qui te disent, voilà, qu'est-ce que tu vas faire en Espagne? Et c'était pas l'Espagne d'aujourd'hui, il n'y a pas de WhatsApp, il y avait pas de, donc c'était vraiment partir et puis sans communication pratiquement, non? Parce que tu devais encore, d'ailleurs, j'allais à la cabine téléphonique avec des cartes que tu prépayais, machin, c'était pas comme aujourd'hui où c'était facile de voler avec EasyJet, machin, donc tu aurais pu avoir des amis ou un entourage qui te freinent, reste ici, reste avec nous, tu vas où, machin, ou tu peux avoir des gens autour de toi qui te stimulent, qui t'encouragent, qui te donnent cette énergie positive. Et je pense que j'ai eu la chance aussi d'être entouré d'amis qui avaient cette mentalité-là, non? mmh, on sent au fond de toi presque une ambition naturelle de progresser, tout simplement. Si on aime bien poser cette question et je pense que tu sauras très bien répondre, mais si tu devais trouver 3 mots pour te décrire, ce serait lesquels? Hum, déterminé, euh, fidèle ou loyal, non? À mes principes et à mes racines, non, et à mes amis. Non, moi, j'ai les mêmes amis aujourd'hui que j'avais quand j'avais
je sais pas, 10 ans. Je suis assez loyal à mes gens, loyal field, comment tu veux l'appeler. Et, et je pense que je suis un bosseur. Je travaille dur, non? Je travaille dur. Je pense que dans le cadre professionnel, je pense que c'est probablement les trois choses que je dirais qui sont importantes, parmi d'autres. Et pour revenir un petit peu justement au fait que tu as quand même eu, ben, aujourd'hui tu n'es plus joueur professionnel, mais tu as eu une carrière de joueur professionnel. Hem, ben, te demander un peu comment tu as vécu cette période et toi c'était bon, j'imagine c'était quand même ton rêve toi de devenir joueur professionnel à cette époque-là? Et il y a eu un peu de tout. Il y a eu un peu de tout. Il y a eu la sensation incroyable de, voilà, de pouvoir quitter ma région natale pour aller à Madrid, découvrir un grand club, mais en même temps découvrir aussi. L'ambiance est dure, hein. C'est compétitif, ça met le coude, littéralement et figuré et réellement. Donc, tout d'un coup, tu vis le rêve d'être à Madrid dans un grand club et tu découvres aussi qu'est-ce que ça veut dire, non? Tu habites dans une résidence avec d'autres sportifs. Tiens, c'est tous des gens qui sont qui luttent pour le même rêve que toi, non? Et donc, puis après, ben, j'ai eu la possibilité après de pouvoir jouer avec la sélection du Congo, qui était aussi un de mes rêves. Donc, il y a eu cet élément aussi magnifique de pouvoir renouer avec le pays de mon papa, non, de mes origines. Mais aussi, il y a des moments de déception. Non? Je suis parti en Allemagne en pensant que ça allait bien se passer. La première saison s'est bien passée, la deuxième saison un peu moins. Et puis après, ben, j'ai eu l'opportunité d'aller en Angleterre. Là aussi, je marque après 12 secondes mon premier match en Angleterre, premier match de championnat. Et puis après, tu penses que ça va être le début d'une carrière incroyable en Angleterre. Puis après, les choses se compliquent, tu arrêtes de jouer, tu n'es pas dans l'équipe, donc tu découvres toute la difficulté de faire face à l'adversité, non? De ne pas jouer. C'est ça que les gens ils sont pas conscients par rapport au monde du foot. Donc, c'est pas seulement les buts et puis les bons moments. Il y a beaucoup de moments où tu joues pas, où on compte pas sur toi, où tu es sur le banc, où tu n'es pas convoqué. Et puis après, tu commences à tourner, tu vas en prêt ici, tu vas en prêt là-bas. C'est pas. J'ai eu un peu de tout. J'ai eu des moments incroyables et puis d'autres moments très difficiles à gérer, surtout psychologiquement. Mais je pense que je tire un bilan fantastique. Moi, je pense que le foot m'a beaucoup donné, m'a pratiquement tout donné. Non, j'ai connu ma femme par le biais du foot parce que je l'aurais jamais connu si je n'étais pas venu, disons, jouer à Madrid. J'ai eu beaucoup d'opportunités incroyables par le biais du football, mais il y a eu des moments, il y a eu un peu de tout. Il y a un peu de tout. Tu parles, avant tu as décrit simplement, une carrière, la vie de quelqu'un en disant il y a des bons moments évidemment, mais il y a beaucoup de moments difficiles et moi ce qui me marque particulièrement en t'écoutant, c'est, mmh, c'est cette capacité à te relever face aux difficultés. Est-ce que tu peux nous emmener dans peut-être un des moments les plus difficiles dans ta vie qui t'a vraiment, avec le recul maintenant, changé, et qui t'a permis d'avoir des déclics ou de franchir des étapes, tu vois? Quelque chose qui t'a profondément marqué, heu, à un moment de ta vie? Mais je pense que probablement l'expérience que j'ai eue à Majorque comme dirigeant du club, je pense que c'est la première fois que j'ai découvert pas la sensation, l'échec. Non? Parce qu'au niveau professionnel, j'avais toujours plus ou moins réussi. J'ai toujours été un bon étudiant, donc c'est bien passé. Puis après, ma carrière, une fois que j'ai laissé le foot et que j'ai commencé à entrer dans le monde professionnel, disons, normal, les choses plus ou moins sont bien passées. J'ai bien évolué au sein du cabinet. Et je pense qu'à Major, quand on a été relégué en D3, c'était la première fois que je vivais disons, de manière si directe la sensation d'échec, non? Euh, et la sensation de dire, voilà, je crois que j'ai tout donné, mais malgré tout, je ne suis pas arrivé, non? Et peut-être qu'avant, parfois, je pouvais être un peu intolérant par rapport à des situations où je pensais, mais si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas donné assez. Or, il y a des fois où tu donnes tout et ça marche pas, non? Et j'ai découvert qu'il faut être un petit peu prudent quand il s'agit de juger certaines situations, certaines personnes, parce que moi, cette année-là, je crois que j'ai tout donné pour pas descendre et on est tombé. Et c'était, tu perds.
Parce que si tu perds 3 fois, ça va, mais quand tu perds chaque semaine, c'est dur, hein. Samedi, tu arrives, tu donnes tout, tu perds. Tu repères, tu repères, tu repères. Et je pense que ça m'a aidé à comprendre 2 choses, qu'il y a des fois où tu donnes tout, les choses ne fonctionnent pas et il faut l'accepter. Et il faut juste rester sous le parapluie et tenir bon pendant que la pluie tombe. Et puis, si tu tiens bon sous ce parapluie, un jour ou l'autre, le soleil il revient, non? D'ailleurs, je me rappelle d'un politicien qui m'avait dit cette phrase-là. Je disais, mais c'est banal ton truc, mais il avait raison. Il dit, tôt ou tard, le soleil il revient. Non? Et c'est vrai, non? C'est question de se maintenir là, ferme, et de pas laisser tomber. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être auraient laissé tomber. Et par contre, je pense que j'ai su disons, me relever ou me maintenir sous le parapluie jusqu'à ce que disons, l'orage soit passé, non? Mais, mais je pense que j'ai appris ça. J'ai appris à accepter qu'il y a des fois, tu donnes tout, ça marche pas. Et, et puis d'attendre ton opportunité. D'attendre ton opportunité parce qu'elle va revenir à un moment donné, non? Mais c'est question de savoir quand et de persister jusqu'à ce qu'elle revienne. Ah, c'est très intéressant et spontanément, en fait, j'ai envie de te demander, en étudiant le football, tout simplement, il y a un élément qui est impossible à prédire dans le football. C'est ce qui rend ce sport si attractif, certainement pour les fans, mais qui doit être un véritable casse-tête pour les gens qui, comme toi, dans le club que tu viens de mentionner, ou d'autres gens dans d'autres rôles, un poste important, font face. C'est cet élément qui est impossible à prédire. On essaie de mettre euh, tout de notre côté pour que ça marche, mais ça marche quand même pas. Et parfois, en fait, on est face à c'est la constatation de la réalité et on est juste sans réponse. Est-ce que toi, aujourd'hui, après ce que tu as vécu, tu as un début de réponse? Tu te dis: «Même si j'ai tout donné, je sais pas, peut-être ça, j'aurais dû faire différemment» ou est-ce que tu as un début de réponse quelque part ou c'est toujours un peu le flou? Ou enfin, si c'était le flou, mais Mmh, mais je pense que, je pense que dans ces moments-là, c'est aussi une question d'être honnête avec soi-même. Et je me rappelle parfaitement d'un conseil que le propriétaire du club m'avait donné à ce moment-là où on devait faire une conférence de presse à la fin de l'année pour faire un bilan. Et je me rappelle que la tentation, c'était celle de trouver un petit peu des excuses, non? Tel joueur machin, l'arbitre machin, la fédération. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, maintenant, tu étais le CEO, tu étais non, le président délégué, maintenant, c'est à toi d'assumer ses responsabilités. Tu vas à la conférence de presse et tu assumes tes responsabilités, même si tu ne penses pas forcément que c'est 100% les tiennes. Tu vas, tu les assumes. Et puis après, il faut être, disons, honnête avec toi-même et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je pense que sur ce fait-là, je pense que j'avais été assez honnête par rapport à ça, non? Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Et sur cette base-là qu'on a pu, disons, reconstruire le projet. Puis après, en 2 ans, on est passé du désastre à, en 2 ans, passer de D3 en D1, non? Pour la première fois dans l'histoire du football espagnol. Il n'y a aucun autre club qui est tombé, qui est remonté 2 fois suivi. Est-ce que j'aurais pu penser que j'aurais remonté en 2 ans et que qu'on aurait joué contre le Real Madrid au mois d'octobre, qu'on les aurait battus? Tu m'aurais dit que j'étais fou, non? Mais ça s'est passé. Et à mon avis, dans le foot et souvent dans la vie, tu vois, il y a des hauts et des bas, mais si tu traces une ligne et tu es constant, la ligne, elle monte. La ligne, elle monte. La question, c'est d'être conscient qu'il y a ces hauts et bas. C'est comme à la bourse, non? Plus tu maintiens ton investissement sur le long terme, tu vas gagner, non? C'est la question, est-ce que tu vas avoir la force de détermination de maintenir ton investissement sur le long terme? C'est ça la question, à mon avis. C'est ça la clé. C'est ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et c'est vrai que c'est quelque chose de qu'on entend beaucoup, que c'est vraiment la persévérance, la résilience et la régularité dans ce qu'on fait qui fait la différence et des fois, souvent, on voit qu'on est proche du but, mais ça marche pas et on abandonne et puis, bah, peut-être il y a celui qui arrive derrière nous qui lui abandonne pas et puis lui, il réussit et je trouve, très intéressant par rapport à ce que tu viens de dire et j'ai envie juste de revenir un poil en arrière, parce que là, on a déjà un petit peu parlé de ton poste à Majorque, mais c'est de revenir à ce moment où parce que tu as fait ta carrière de joueur professionnel, mais à 25 ans, tu as décidé d'arrêter. Alors je sais pas exactement les raisons, si c'était un choix de ta part ou si c'était parce que peut-être tu te rendais compte que ben, que tu devais déjà penser à autre chose parce que en tant que joueur, il y avait moins de possibilités pour toi. Enfin, j'aimerais juste que tu nous expliques cette décision que tu as prise
Parce que je trouve intéressant aussi, peut-être que par rapport à cette décision, c'est ça qui a fait que tu as pu rapidement avoir des postes que tu as aujourd'hui. Parce que tu es relativement jeune, pour avoir des postes, que tu as. Donc je voulais que tu nous expliques un petit peu comment ça s'est passé? Je pense que c'est une décision difficile, mais honnête, dans le sens, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, non? C'est-à-dire à un moment donné où tu dois être honnête avec toi-même, non? Où est-ce que tu es en train d'aller? Quelles sont les perspectives à long terme? Non, et quels étaient tes objectifs? Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon contrat à Brighton est arrivé à son terme. C'était en 2007. Et cette même année, j'ai aussi fini mes études. Moi, j'avais fait des études de droit et aussi de Sciences Po. Donc, je crois que j'avais fini droit l'année d'avant et Sciences Po, j'avais fini juste cette année-là. Et donc, c'est une coïncidence de dire, voilà, mon contrat arrive à un terme à Brighton. J'ai fini mes études. J'ai pas joué tout ce que j'aurais voulu jouer les derniers mois. Euh, Quelles sont les perspectives pour moi de futur dans le foot, non? Et c'est là que je me suis dit, j'aimerais bien voir comment est-ce que mon CV va être reçu par un cabinet d'avocats, par exemple, non? Et de voir un petit peu quelle serait la réaction. Moi, je pars de Brighton en février 2007 et j'envoie mon CV à plusieurs cabinets. Et puis j'ai la chance de recevoir une offre de Baker McKenzie. Donc moi, en avril, je rentre dans le cabinet, en avril, le 23 avril d'ailleurs, 2007, je rentre chez Baker McKenzie. Et quand je rentre chez Baker McKenzie, je me rends compte que dans mon monde idéal, je me dis, je joue à 35 ans, puis après à 35 ans, je commence une carrière d'avocat, puis tout se passe bien, mais ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que je rentre chez Baker McKenzie et mon chef de l'époque, qui avait, je sais pas si 32, 33 ans, c'était déjà le chef. C'était pas un stagiaire, comme moi j'aurais été, disons, à l'âge de 35 ans, après ma carrière de football. Et je me suis rendu compte que lui, il gagnait bien sa vie, mais il gagnait pas bien sa vie durant 8 ans en moyenne comme un footballeur. Il gagnait bien sa vie pour le reste de sa carrière. Et même quand il aurait laissé le cabinet, il aurait continué encore à recevoir des compensations par rapport à ce qu'il avait amené comme client. Donc à ce moment-là, je devais me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec la carrière que j'ai en ce moment, qui semble m'amener à une carrière de joueur de deuxième division, troisième division, peut-être qu'un joueur de première division, mais à ce moment-là, c'était pas évident, non? Ou est-ce que je me donne la chance d'avoir une carrière du même niveau ou mieux dans le monde des cabinets d'avocats. Et voilà, je me suis lancé, donc j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai vraiment fait. Il n'y a pas eu disons, de smooth transition, c'est du jour au lendemain. Ça n'a pas été facile, mais, mais je pense que c'était la bonne décision. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que je pense que c'est, comme tu as dit, une décision pas facile et je pense que beaucoup, sont confrontés à cette décision où, ton rêve, c'est d'être joueur professionnel et beaucoup de jeunes, rêvent de ça et c'est aussi important et bien de montrer qu'il y a pas qu'en étant joueur qu'on peut vivre dans le football et je trouve que ton parcours aussi, il est intéressant par rapport à ça. Que cette décision que tu prends, il y a 15 ans maintenant en arrière, elle t'a amené où tu es aujourd'hui et peut-être que si tu continues en tant que joueur, tu aurais peut-être pu continuer en joueur de deuxième division comme tu dis un certain temps, où tu peux vivre un petit peu de ça, puis tu rates, 10 ans plus tard et la suite n'est pas la même, et c'est aussi ça l'importance de savoir à quel moment prendre quelle décision. C'est pas facile, après, c'est aussi les circonstances. C'est aussi les circonstances. Là, justement, il y a cette opportunité qui s'est croisée au bon moment. Euh, Mais à ce moment-là, je te dis, après, j'en parlais l'autre jour avec un joueur, il me disait, mais est-ce que ça te manque pas de jouer? Il y a des sensations que tu as sur le terrain que tu vas pas avoir dans le monde, dans le monde professionnel normal, non? Et la sensation de marquer un but devant 20 000 personnes, c'est un truc que tu peux pas, tu vas pas leur avoir de nouveau dans ton travail normal, non? D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de joueurs ils ont de la peine à faire une transition parce que ces moments d'adrénaline, tu ne les retrouves pas, quelque part, non? Euh, après, il y a d'autres choses, ça donne d'autres choses, ça donne d'autres choses, mais c'est vrai que c'est un parcours différent. Mmh. Avant peut-être d'ouvrir le chapitre de ton rôle actuel à la PFA et que tu puisses nous l'expliquer peut-être, surtout pour les auditeurs en quelques mots, je voulais revenir sur un élément qu'on a discuté avant, c'est la notion d'inspirer. J'étais curieux, bon, je pourrais poser la question après aussi, mais je me lance comme ça.
maintenant que tu côtoies, disons, des joueurs dans ton rôle, principalement tu t'occupes d'eux, mais je te laisserai développer un petit peu là-dessus. On sait combien certains de ces joueurs sont des figures publiques qui inspirent énormément les gens, dans un sport qui est extrêmement médiatisé. Avant, tu nous as donné la définition dans tes mots du mot «inspirer», tout simplement. Quand tu combines les 2, quel est un bon exemple d'inspiration à tes yeux? Peut-être un joueur qui, pour toi, incarne vraiment un bon exemple d'inspiration dans le football anglais? En football anglais? Ouais. Mmh, mmh, il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y a vraiment j'ai vraiment été particulièrement impressionné de voir le niveau des joueurs, pas seulement ce que tu vois sur le terrain, mais au niveau de leadership, au niveau de, c'est des gens solides, non? Il y en a mais justement parce que je parlais récemment avec lui, je pense que des gens comme Jordan Henderson à Liverpool, des gens comme Azpilicueta à Chelsea, je pense que ça c'est des exemples de gens que sur le papier, tu vois les qualités qu'ils ont comme joueurs et Mmh. tu dis: «Voilà, c'est pas forcément ça qui les a fait arriver à ce niveau-là», non? Et moi, j'aime bien les exemples de gens là où tu vois que sur le papier, c'était pas évident. Est-ce qu'il y a d'autres latéraux qui ont la même qualité qu'Azpilicueta? Certainement. Par contre, tu parles avec des gens et tout le monde te dit: «Ça, c'est le capitaine que moi, j'aimerais avoir». Donc tu parles avec des gens de Liverpool et ils te disent: «Moi, ce type-là, j'aimerais qu'il soit mon capitaine», non? Ou tu vois un Henderson qui a fait une carrière fantastique, qui a gagné la Champions League, qui a gagné tout ce que tu peux gagner, pratiquement. Et tu vois que c'est sur la base de travail, de détermination, d'être sérieux, d'y croire, non? Et donc, c'est vraiment des exemples qui pour moi, sont inspirants, non? Tu dis, voilà. Et en même temps, tu réfléchis à ton parcours et tu vois des gens à qui tu as joué, tu dis, mais ce type-là, il avait beaucoup plus de qualités que beaucoup de gens que j'ai connus durant ma carrière et il arrive à rien. Non? Et il avait les qualités, tu vois, il disait, donc, c'est pas justement ça te renforce sur le fait que c'est pas une question forcément de qualité, c'est une question de mentalité, d'attitude, non? De comment est-ce que tu affrontes les choses. Après, si en plus ça, tu as la qualité, tu es Cristiano Ronaldo ou tu es Messi, non? Mais la plupart des gens qui arrivent à ce niveau-là, c'est pas forcément les meilleurs au niveau des qualités qu'ils ont. C'est, disons techniques ou tactiques, non? C'est d'autres éléments qu'ils ont au niveau de leur mentalité surtout et de la prise de décision. Très intéressant. On va pouvoir justement maintenant, ben, parler un petit peu, vu que tu as dit, bon, voilà, que tu es en contact avec certains de ces joueurs et ben, j'imagine que ces contacts sont aussi liés à ton travail d'aujourd'hui. Donc tu es le CEO de la PFA, donc en français, l'association des joueurs de football professionnels, en anglaise, c'est ça? Bah, en fait, tu vas nous l'expliquer mieux que nous aussi en quelques mots, juste pour que les gens comprennent exactement ce que c'est, parce que, ben, on connaît pas forcément et je sais pas si ça existe partout. Juste ce que c'est en quelques mots et puis aussi, ben, quel est ton rôle au sein de la PFA? Donc en fait, c'est le syndicat de joueurs, non? C'est le syndicat qui représente tous les joueurs professionnels qui évoluent en Angleterre et au Pays de Galles. Donc on parle de la Premier League, Championship, League One, League Two et WSL qui est la ligue féminine. Donc on représente tous ces joueurs-là. Et quand je dis, et puis après, donc il y a plus ou moins 5000 joueurs actuels donc, qui jouent, donc 3500 qui sont des professionnels, disons adultes, et 1500 qui sont des scholars, c'est-à-dire des gens entre 16 et 18 ans, des aspirants, je ne sais pas exactement comment on traduit ça en français. Et puis après, on a 50 000 anciens joueurs, c'est-à-dire que c'est un syndicat assez particulier parce que tous ceux et celles qui ont été professionnels durant une minute au Royaume-Uni continuent à être membres de notre association. Donc nous, on a 55 000 membres en total. Et c'est le syndicat le plus ancien, syndicat sportif le plus ancien, plus de 100 ans d'histoire. Donc c'est vrai que c'est un syndicat qui a beaucoup de pouvoir en Angleterre. Nous, on se finance par le biais d'un pourcentage des droits de télévision. Donc on a des ressources pour faire beaucoup de choses intéressantes. Et ce qu'on fait, ça va depuis. Disons que la semaine est très variée, non? Je peux commencer un lundi en parlant de football féminin. Un mardi, parler avec la FIFA sur le calendrier international non, de jeux. Un mercredi, être en train de représenter un joueur de Manchester City qui va recevoir une amende ou qui doit recevoir une amende de son club. Jeudi, être sur un cas de racisme ou sur un cas d'une personne qui décide de dévoiler
dans son orientation sexuelle. Un vendredi, je suis en train de parler de la démence dans le football, c'est-à-dire le lien entre le jeu de tête et la possibilité de développer Alzheimer ou une version d'Alzheimer sur le long terme. Donc, c'est vraiment tout ce qui a à voir avec le football professionnel au niveau des joueurs. Et puis après, je vous dirais que un des éléments qui est intéressant, c'est que le 4% de tous les transferts en Angleterre, il y a une partie de cet argent-là qui est payée dans un, disons, dans un fonds de pension. Je ne sais pas si on dit ça en français. Pension scheme. Maintenant, j'oublie même ma langue Et donc, nous, on contribue, je crois plus ou moins 8 ou 9 000 francs suisses par joueur chaque année dans ce fonds de pension privé, chose que j'ai connue dans aucun autre pays, non? Là où le syndicat te paye, disons, pour toi, cette quantité d'argent pour ton futur. Donc, c'est vraiment un syndicat qui touche beaucoup de choses, qui est très influent, parce que n'importe quelle condition que la Ligue veut changer doit compter avec notre accord. Donc, c'est un syndicat influent. Bon, en tout cas, merci pour cette belle introduction de ton rôle actuel. Pour reprendre ton parcours, essayer de zoom out un tout petit peu. Il y a deux notions avec Guillaume quand on discutait la préparation de cet épisode ensemble. Il y a deux notions qui nous ont marqué. C'était la notion de leader, je pense, par rapport à ton passé, notamment à Majorque, et puis en ce moment à la PFA. Et puis la notion de culture, qui sont deux éléments qu'on aimerait aborder avec toi. Hem, Par rapport à être un leader, quelque part, qu'est-ce que tu peux en dire à ce propos, sur la base de tes expériences donc, à Majorque avant et puis surtout au jour d'aujourd'hui avec ton rapport qui est si proche des joueurs? Je pense que moi c'est un sujet qui me passionne, euh, parce que je me suis vraiment rendu compte de l'importance de ça pour arriver à certains objectifs, non? Euh, C'est-à-dire la manière dont on est arrivé à monter 2 catégories consécutivement, à major, c'est parce qu'on a d'abord un bon entraîneur qui pour moi est 50 de la recette, non? Au niveau de surtout à ce niveau-là, non? Avec des joueurs qui normalement sont plus ou moins interchangeables, non? Il n'y a pas des joueurs qui sont extraordinaires, qui gagnent des matchs tout seuls, non? Et puis après, le 25% encore, c'était capitaine, non? Et quand je pense, nous on avait 4 capitaines, quand je pense au profil de capitaine qu'on avait, non? Tu avais des leaders qui étaient des leaders techniques, c'est-à-dire qu'ils ne devaient pas parler, simplement de la manière dont ils jouaient, ils gagnaient le respect de leur coéquipier, non? Après, tu avais d'autres gens qui savaient prendre la parole, qui savaient dire les choses qu'il fallait dire, non? Donc, tu vois, il y avait vraiment différents profils de leaders qui après, ensemble, étaient compatibles et qui nous ont permis d'arriver là où nous on est arrivé. Donc, je pense que pour moi, le leadership, ça doit être un reflet de ce que toi tu es. Et moi par exemple, je suis pas j'aime essayer de convaincre les gens plutôt que d'imposer les choses, non? Et je pense que tu dois trouver ton propre style de leadership qui soit authentique, non? Tu veux pas faire semblant d'être un leader qui est taf. Moi, je suis pas comme, je suis pas ce genre de leader-là. Donc, c'est question de trouver ton propre style de leadership pour essayer d'influencer les choses. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, tu peux plus imposer. Tu dois prendre les gens avec toi on a journey, non? Sur le chemin, non? Les amener avec toi, de leur faire sentir qu'ils font partie du projet. Et à mon avis, le leadership, c'est aussi savoir créer ton équipe, non? Être conscient de ce que toi, tu sais faire et conscient et honnête de ce que toi, tu sais pas faire. Mmh. Ou est-ce qu'il y a d'autres qui sont plus compétents que toi dans des choses que toi, t'es pas bon, non? Et donc, à mon avis, c'est une combinaison des deux choses. De comprendre quel est ton style de leadership, mais en même temps, être honnête avec toi-même, de savoir à quoi tu es bon, et après t'entourer de gens qui sont mieux que toi dans des choses là où toi, tu n'es pas forcément bon, non? Et d'être très honnête avec toi-même et avec les autres. Et par rapport à ça, à ce que tu viens de nous expliquer, bon, ça peut être parce qu'on considère un peu comme ton poste, comme un poste, on pourrait dire de leader quand même, tu es à la tête de la PFA. Quelles seraient pour toi les 3 compétences les plus importantes
qu'il faut avoir pour avoir ton poste aujourd'hui, ton rôle ou un rôle de leader? Je pense que Compétences plutôt humaines, hein, je m'excuse. humaine, hem, je pense qu'il faut, avoir de l'empathie, on dit ça en français? Mmh. Empathie? Exact, ouais. C'est-à-dire être capable de te mettre à la place des autres. Je pense que, avoir la capacité de prendre du recul, non? De take a step back, c'est-à-dire disons de savoir un peu lever le zoom, non? Je pense que c'est de savoir lever le zoom et puis après, je pense la capacité d'être un team player, non? Une personne qui sait jouer en équipe. Parce que ce que tu te rends compte, ce que moi je me suis rendu compte dans ma carrière, c'est que quand tu commences, quand tu étudies, si j'étudie, j'ai des bonnes notes, normalement. Mais plus tu avances et moins tu dépends de toi-même. Plus tu avances et plus tu dépends des autres. C'est-à-dire qu'au début, ton succès dépend de toi. Mais plus tu avances, plus tu dépends d'autres. Si tu n'es pas capable de jouer en équipe, tu n'as aucune chance. Mais tu dois avoir cette mentalité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très bons au début de leur carrière quand il s'agit de faire leur travail tout seul, mais qui ne sont pas capables de gérer d'autres personnes, qui ne sont pas capables d'avoir de l'empathie, d'être un team player. Ils n'ont pas cette capacité-là. Et c'est là où ils ont des difficultés pour être un leader. Et toi, je voulais toi aussi te demander, en quoi le fait d'avoir été footballeur professionnel t'aide aujourd'hui dans ton poste? Beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu apprends de manière naturelle sur le terrain qui te servent beaucoup dans ta vie de tous les jours. Résilience, travail en équipe, détermination, accepter les injustices, non? C'est-à-dire, il y a un arbitre, des fois, il y a des choses qui arrivent sur le terrain qui sont injustes. Get on with it. C'est la vie. Tu dois accepte et passe et continue, non? Et persévère et puis dans le monde du foot, tu perds un samedi, mais le lundi, il faut s'entraîner, hein. Les choses continuent et puis l'examen, il y a un autre examen la semaine d'après et cette sensation d'être toujours sous examen, de devoir toujours montrer un certain niveau, c'est quelque chose qui est important dans la vie de tous les jours, non? De travailler sous pression aussi, de savoir un petit peu s'abstraire de ce que les gens y pensent. Parce que dans le foot, tout le monde pense qu'ils savent plus que toi. Non? Donc tu vas dans des matchs et puis il y a 20 000 personnes qui pensent qu'ils savent mieux que toi. OK? Mais donc tu apprends à ni te sentir aussi bon qu'on veut te faire croire que les choses vont bien, il y a pas besoin non plus de sentir aussi mauvais qu'ils vont te faire croire que les choses ne vont pas bien. Essayer d'être un peu plus constant dans la manière dont tu vois les choses. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que d'ailleurs, chaque jour, je réapprends ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu apprends sur le terrain qui te servent énormément dans la vie de tous les jours. Pour aborder le deuxième élément que j'ai mentionné avant, la notion de culture. Personnellement, c'est quelque chose pour lequel je peux beaucoup relater. C'est un élément qui me fascine parce que, quand je regarde avec beaucoup de distance évidemment et d'humilité, le succès de certaines équipes dans l'histoire, dans le football, mais je vais prendre des exemples anglais plutôt récents, mais, typiquement Manchester City, Liverpool ou encore, on peut dire cette saison jusqu'à maintenant Arsenal, même Manchester United. Cette culture qui est créée dans le club, c'est quelque chose qui, il me semble, est la question qui vaut tout l'or du monde, mais qui tant de personnes semblent avoir de la peine à y répondre. Hem, de la part de quelqu'un qui à la fois était joueur, qui à la fois a une grande expérience à un plutôt jeune âge et qui maintenant voit les choses encore d'une autre perspective puisque tu es à côté des joueurs quelque part pour les accompagner. J'ai pas envie de dire quels sont les secrets pour créer une bonne culture, mais c'est quoi les trucs que personne veut dévoiler? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Est-ce que hem, c'est vraiment cette question casse-tête, mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence véritablement? Les détails, Mmh mh. les détails. Et je vais donner des exemples. Quand la culture, c'est pas seulement, disons, les gens qui sont au top de l'institution. C'est parfois tu peux avoir des petits cancers que tu vois pas dans ton club qui génèrent des situations que tu ne vois pas à première vue, mais qui créent un problème, non? Et nous, par exemple, ce qu'on avait découvert, c'est l'importance des physios, du médecin,
comment ça s'appelle ça, de kitman, celui qui s'occupe du matériel. C'est-à-dire beaucoup des gens qui sont autour des joueurs que tu ne perçois pas sur le terrain, mais qui sont très, très importants, alors, disons, quand il s'agit de créer une culture positive dans ton club. C'est-à-dire que si toi, tu as un kitman, qui est celui qui est tout le temps en contact avec les joueurs, tous les jours, pas toi comme CEO, c'est lui qui est tous les jours dans le vestiaire avec les joueurs, qui arrive le matin, qui est négatif, qui critique, qui... Si toi, tu as un physio ou toi, tu es vulnérable quand tu es blessé. Tu vas dans cette salle de physio, tu es vulnérable. Donc, tu peux avoir soit un physio qui est là, qui est positif, vas-y, faut de retour, faut te remettre. Ou tu peux avoir un physio qui est là, il entre dans ton jeu, non? L'entraîneur, c'est un connard, l'autre, c'est pas quoi. Donc, tu peux avoir des gens qui créent cette négativité ou qui, au contraire, créent une ambiance positive. Et à mon avis, être capable d'entourer les joueurs de gens positifs, c'est super important. Super important. Puis après, je pense que c'est une question aussi d'avoir des valeurs claires, non? Et à mon avis, c'est la compétence. Tu dois être bon dans ce que tu fais. C'est de travailler dur parce qu'à la fin, il faut bosser, mais après, il faut aussi être loyal à ton projet. Moi, je voulais pas des gens qui sont très bons, qui bossent dur, mais qui après critiquent pas derrière qui ne vont pas dans la même direction que toi ou que le club, non? Et, mais à mon avis, c'est les détails. C'est des petits détails qui a fait après marque de grandes différences. Si je vois, Guillaume, que tu veux intervenir, mais je rebondis très, très vite, Maëta. De la part d'un manager, du head coach, sur la base de ton expérience, c'est quoi qui fait la différence dans définir clairement une culture et la maintenir sur le long terme? Parce que c'est vrai qu'on parle de Pep Guardiola, on parle de Jürgen Klopp, j'ai quand même envie de parler de Mikel Arteta pour cette saison et aussi, Erik ten Hag. C'est quoi vraiment qui fait la différence quand tu es cet entraîneur, presque une pièce centrale quand même du projet? À mon avis, tous les grands objectifs, tu peux seulement les gagner si tout le monde, si les 25 joueurs sont focused et motivés. Et à mon avis, souvent, le secret des grands entraîneurs, c'est d'être capable de faire sentir à tout le monde qu'il aura un rôle à jouer durant la saison. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont tendance à seulement se focaliser sur les 11, 12, 13, 14 qui jouent et qui gagnent des matchs. Mais sur la saison, c'est l'équipe qui te fait gagner le match, qui te fait gagner le titre. C'est pas seulement les 11, 12, 13, 14 joueurs qui jouent un peu plus. Donc, c'est toute l'équipe. Donc, à mon avis, c'est la capacité de faire sentir à tout le monde qu'ils ont un rôle à jouer et de les maintenir tous durant toute l'année, disons, focused. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que d'ailleurs, je lisais une interview de Klopp il n'y a pas longtemps, il disait la chose la plus difficile, c'est tu sais qu'il y a seulement 11 qui vont être contents, puis après, tu en as, t'en as 14 qui vont être déçus chaque semaine. Et tu sais que chaque semaine, tu en auras 14 qui vont être déçus. Tu le sais. Comment est-ce que tu gères ça, non? Comment est-ce que tu gères ces situations-là? Et puis après, aussi, comment est-ce que tu peux être honnête avec les joueurs? Je pense que les joueurs n'aiment pas qu'on leur raconte des histoires, non? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux être honnête avec toi? Si tu joues pas, c'est parce que ça, non? Et puis, il y a beaucoup d'entraîneurs qui te racontent des histoires pour, soi-disant, te maintenir motivé. Et puis après, tu vois que l'histoire, elle tient pas la route sur une saison, non? Et souvent, dans ce cadre-là, les joueurs, ils se rendent très vite compte si tu les prends pas en sérieux, non? Mmh. Ouais, ça me fait penser à on avait eu un invité, donc Michel Pont, qui nous avait parlé de ça, de vraiment l'importance des remplaçants. C'est-à-dire que ceux qui jouent, au fait, tu as moins besoin de «ton équipier» entre guillemets parce qu'ils vont être motivés, ils sont sur le terrain, ils sont là et puis c'est les autres derrière qui jouent pas qu'il faut être capable justement de gérer et c'est souvent de là que peuvent venir les problèmes et ce que je retiens que tu as utilisé très souvent ce mot depuis le début, cette valeur qui est, l'honnêteté, la sincérité et j'aimerais savoir pourquoi c'est si important, selon toi? Parce que sur la longueur, si tu n'es pas authentique, ton message, il a pas de. Il perd de la force. Il perd de la force parce qu'on on voit que as dit une chose une fois, tu n'es pas consistant dans ton message, non? Et donc, comment tu vas créer des valeurs si tu n'es pas consistant par rapport à tes propres valeurs toi-même, non? Euh, donc, c'est une question de cohérence, c'est une question d'être consistant par rapport à ce que tu dis. Et en général,
les gens sur le moment, quand tu leur dis des choses dures, ils sont pas contents, mais ils respectent le fait que tu as été honnête et direct avec eux, plutôt que de raconter des histoires. Et c'est pour ça que moi, sur ce côté-là, j'ai toujours essayé de prendre mes responsabilités, non? C'est-à-dire que si je t'ai pris comme, comme travailleur ou comme joueur, je dois aussi avoir le courage de pouvoir te donner des nouvelles qui sont pas aussi bonnes que quand je t'avais pris au début. Mmh. Ça me marque parce que quand on fait ce travail d'aller chercher plus loin, d'aller écouter des interviews de personnes qui ont vraiment une expérience dans un domaine, prenons dans ce cas-là évidemment le football. Et ce que tu viens de dire, on l'a déjà entendu par certaines personnes qui ont accompli un certain succès dans leur carrière. Maintenant, j'aimerais te poser, enfin retourner la pièce et te poser la question d'un autre point de vue. Combien est-ce que de personnes tu as rencontrées dans ta carrière dans le milieu du football? Et j'ai pas envie de stigmatiser ou de faire une généralisation par rapport au monde du football, mais plus d'un point de vue de la nature humaine ou peut-être de la manière dont on se comporte les uns avec les autres. Sur 10 personnes, est-ce que c'est quelque chose de fréquent de trouver cette qualité-là chez quelqu'un ou non? Parce que personnellement, en étudiant ce milieu-là, et encore une fois, j'aimerais aller plus loin que le milieu. Je trouve que la plus grande difficulté, quelque part, c'est qu'on a beau souligner cette qualité-là, on a beau souligner cette valeur-là, bah, même si on la souligne, même si on la dit, ah, j'ai l'impression que c'est difficile de trouver beaucoup de gens qui incarnent véritablement cette valeur. Alors, je sais pas si c'est une mauvaise perception de ma part, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as tout à fait raison et je pense que c'est pour ça que pas tout le monde arrive au top. Après il y a un tri naturel. Sur une saison, tu peux faire semblant, mais sur 2, 3, 4, 10, on va t'attraper. On va t'attraper parce que c'est une industrie où c'est très, très compétitif et c'est petit, tout se sait, tout se sait. Et donc le joueur à qui tu avais menti pour le fait de tenir content durant 2, 3 matchs, ce joueur-là, tu vas le retrouver et tu sais pas forcément dans quel rôle. Des fois, c'est surprenant, hein. Moi, il y a des joueurs que j'ai eu comme entraîneur qui n'ont pas été corrects avec moi quand je jouais, je les ai retrouvés maintenant dans mon poste actuel, ils sont venus me demander du travail. On ne sait jamais comment les choses évoluent dans un secteur si petit et si connecté. Donc, je pense que tu as tout à fait raison, mais ça explique aussi pourquoi les gens qui arrivent au top, c'est un groupe limité. Ah, c'est intéressant. Par rapport à ça justement où bon là, c'était plus par rapport aux joueurs. Tu avais dit dans un précédent interview où tu disais le problème des joueurs, c'est qu'ils sont souvent entourés de gens qui ne leur disent pas la vérité. Et alors je sais pas exactement à qui tu peux faire référence, mais j'imagine que ça peut être, bon, ça peut être la famille, les agents, des entraîneurs, des gens du club, et cetera. Et bon, on retrouve aussi ça dans la vie de tous les jours, mais peut-être encore plus là, bon là on parle de foot, donc dans le foot où il y a, bah, il y a un peu du business bien sûr, il y a de l'argent à se faire, donc il y a souvent des gens malhonnêtes aussi. Et j'ai envie de te demander au fait, comment tu sais à qui tu peux faire confiance? Mais c'est pour ça que j'ai les mêmes amis depuis que j'avais 10 ans. Je pense en revenant aux gens qui t'ont connu quand tu as aucun rôle, disons, important, des gens qui te connaissent bien, qui savent qui tu es, et puis des gens que tu sais qui sont là et puis qui sont là pour les bonnes raisons, non? Pour les raisons correctes. Et malheureusement, le problème du foot souvent, mais pas seulement du foot, dans n'importe quelle carrière où il y a un peu d'argent, où il y a un peu de la possibilité de devenir un peu célèbre, tu es entouré de gens, des fois c'est c'est la famille aussi, hein. Des fois il y a des familles qui vivent du joueur, donc pourquoi ils vont leur dire la vérité? Ils n'ont aucun intérêt à leur dire la vérité parce que ils auraient une possibilité que leur belle vie s'arrête, non? Ton agent, il va pas te dire la vérité parce qu'il veut pas te perdre. Et comme il y a plein d'agents qui t'appellent pour essayer de signer avec toi, il va pas dire la vérité. Le club, pourquoi ils vont dire la vérité? C'est pas leur problème, mais ils veulent t'utiliser comme joueur professionnel. Puis après, quand tu as fini, tu as fini. Et donc, tout d'un coup, tu te retrouves avec très peu de gens vers qui tu peux te tourner qui vont dire la vérité. Et c'est ça la difficulté aussi du secteur, non? Hem, Par rapport à cette notion de culture, hein, moi, la question qui m'intéressait, c'était vraiment on a pris on a attaqué la question d'un point de vue assez individuel, on va dire ça comme ça. Si tu abordes la question d'un point de vue plus, collectiviste, je sais pas tellement comment dire. J'ai le mot en anglais dans ma tête, mais, hem,
quels sont les, disons, 3 dénominateurs communs de culture, de lieu? Et ça, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est pas forcément seulement dans un vestiaire de foot, mais aussi dans le bureau, typiquement, là où tu bosses en ce moment. Quels sont, vraiment trois facteurs communs qui font que la culture est saine et et permet d'aller, positivement vers l'avant et de performer quelque part, qui t'ont marqué, avec le temps? Si tu dois les citer. Hem, Moi, je vais essayer de trouver les mots en français. Mmh. Un élément, c'est l'élément de self-policing, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin que ce soit le chef qui mette de l'ordre, sinon que le propre groupe soit capable de créer des règles et de S'autogérer. s'autogérer, non? Et ça pour moi, c'est un élément très puissant, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le vestiaire, non? D'être capable de dire: «Voilà, maintenant moi comme dirigeant, je ferme la porte» et eux, entre eux, ils vont être capables de disons de s'autogérer. Je pense que ça, c'est important. Hem, Deuxièmement, c'est le sentiment d'appartenance, Mmh. non? J'ai la sensation que c'est pas seulement moi qui vais jouer mon match ou qui prépare mon mémo non, au cabinet ou sinon que j'ai compris que je fais partie d'un truc qui est plus grand que moi, non? Et je me sens lié à cette institution au-delà de mes propres performances individuelles. Et ça, c'est pas facile à créer, non? Ce sentiment de j'appartiens à ça. C'est mon notre problème, c'est mon problème, non? Et pas seulement mes petites histoires à moi-même. Et puis après, la la solidarité entre les membres du groupe, non? Heu, de vraiment être capable de se dire que si vendredi j'arrive, il est 5 heures et moi j'ai fini mon travail, mais que je vois que Jason il est encore, il est encore dans les problèmes, est-ce que je vais être capable de faire le pas de plus pour donner un coup de main ou est-ce que simplement je vais le laisser, dans les difficultés et je vais partir, non? Et je pense que c'est une très bonne question, mais je pense que ces 3 éléments-là, je pense qu'ils sont très importants et si je repense à des groupes qui ont eu du succès, autant sur le terrain comme dans la vie normale, je pense que ces 3 éléments-là étaient présents. Merci en tout cas pour cette, très belle réponse. Guillaume, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose? Autrement. Par rapport à la culture, non, mais j'ai une question que je voulais te poser, c'était aussi quelque chose que j'avais vu dans un des interviews que tu avais fait où tu disais: «À la fin de leur carrière, 99 des joueurs vont devoir travailler et trouver leur raison d'être» Mmh. et je voulais te demander à toi, si tu l'as trouvé, quelle est ta raison d'être? Vous avez des bonnes questions dans ce programme, hein. Mais, moi c'est une très bonne question. Moi, j'ai jamais eu vraiment un objectif fixe de qu'est-ce que moi je veux faire. C'est pas ça a jamais été, disons, ma manière d'approcher les choses. Moi, ma manière d'approcher les choses, c'est que j'ai mon frigo, non? Et je mets des ingrédients dans ce frigo-là, de sorte qu'après, je sois capable de cuisiner différentes choses, tout dépend de l'opportunité qui me passe devant. Et d'ailleurs, il y a très récemment, une personne me posait cette question-là, elle me disait: «Mais OK, bah, c'est quoi ton objectif à long terme?» J'ai pas d'objectif en soi-même, non? Mmh. Je suis obsédé avec l'idée de remplir mon frigo avec beaucoup d'ingrédients, non? D'apprendre, je suis curieux d'avoir beaucoup d'éléments qui me permettent après de me lancer dans différentes et si tu regardes ma trajectoire, ça a été ça, non? Il y a eu plein d'opportunités différentes qui n'étaient pas forcément liées l'une à l'autre, concrètement, mais je les ai quand même prises, non? Hem, donc à mon avis, ma raison d'être, c'est cette, curiosité perpétuelle, non? Cette faim de découvrir de choses nouvelles et de remplir mon frigo. Et par rapport à cette curiosité justement, bah, qu'on peut aussi peut-être lier à de l'ambition. Aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as déjà un magnifique poste, un magnifique parcours. J'ai envie de te demander, c'est quoi ton ambition maintenant? Et peut-être, je sais pas, tu te vois où dans 10 ans? Est-ce que tu as encore des rêves, de l'ambition justement? J'ai envie de continuer à me laisser surprendre, non? Maintenant, je pense que c'est une
une combination de, enfin, pardon, c'est une question de pas, de continuer à faire ton travail tous les jours comme tu dois le faire et de pas commencer à voir trop loin, sinon tu risques de pas faire ton travail tous les jours bien. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis très concentré sur mon travail actuel, mais toujours en gardant, disons, l'horizon ouvert à des opportunités qui puissent disons, croiser mon chemin. Mais j'ai pas, disons, une chose concrètement que je dis, moi, je veux faire ça. Non, je suis, je garde l'esprit ouvert à différentes, disons, opportunités qui puissent se présenter. Ouais, C'est très intéressant, voilà. Excuse-moi. Non, j'allais dire, tu restes vraiment concentré sur, c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup le moment présent sans forcément se projeter et tu es bien là où tu es simplement. Parce que des fois, si tu penses trop loin, tu risques de tomber sur une pierre que tu as juste devant, mais que tu pas vue. Il faut toujours garder, disons, mmh, c'est un petit peu se concentrer sur le chemin. C'est-à-dire, focus on the work, tu vois? Sur le chemin, et après tu vas arriver à l'objectif. Non, mais tu peux pas perdre de vue le chemin, tu vois? Le day to day, poum, 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 et d'être constant dans ce que tu fais. Ouais, c'est une perspective très intéressante que tu nous amènes là pour répondre à cette question et c'est vrai que ça disons tu tacles cette question, d'une manière assez différente que la plupart des gens pourraient le faire, mais c'est vraiment intéressant. Hem, J'avais envie d'ouvrir un nouveau chapitre encore une fois. Hem, Comme tu es proche des joueurs, peut-être tu as entendu cette plainte, enfin si je peux employer ce mot, déjà, enfin je suis sûr, tu as déjà entendu parler de ça plus tôt. Mais c'est vrai que nous, dans nos discussions présentes qu'on a eues, avec d'autres invités ou parfois même en off tout simplement, on entend souvent une remarque des joueurs qui dit: «La psychologie, c'est quelque chose qui est pas assez développé en club. C'est pas assez développé dans le football, même s'il y a des progrès, c'est toujours pas ça. Il y a 20 ans, c'était bien pire, aujourd'hui c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas ça, blablabla» et on en revient toujours au même problème. Où est-ce qu'on met la psychologie? Tu l'as tellement souligné toi-même à travers l'épisode, ces qualités humaines, ces valeurs humaines, cette manière de se comporter et d'être vis-à-vis de soi-même et des autres, au jour le jour et sur la totalité d'une carrière. Hem, je vais aller encore un peu plus loin pour te pousser. J'entendais un professeur qui parlait du data aujourd'hui, qu'on emploie énormément, les l'analytics pardon, dans le football pour recruter les joueurs. On sait que les performances sont traquées et cetera. Hem, Ma question principale, c'est quel est l'avenir de la psychologie dans le football, selon toi? Et le truc un peu plus compliqué, c'est est-ce qu'un jour tu y vois du data pour recruter des joueurs? Ça veut dire et là je m'explique, j'élabore un petit peu. Au jour d'aujourd'hui, on va chercher un joueur sur la base de ses performances qui sont traquées via des datas qu'on obtient et cetera et cetera. Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas qu'un jour, on puisse avoir du data par rapport à de la personnalité? On sait bien que dans certaines entreprises, pour rentrer dans des postes, peut-être même le tien, tu as dû effectuer certaines interviews et peut-être même des tests psychologiques de personnalité. C'est pas quelque chose qui existe, dans le monde du football, sauf erreur. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu vois ça, peut-être un jour, arriver et s'imposer dans le football ou pas? J'ai beaucoup parlé. Non, non, mais c'est une question très pertinente. Je dirais 2 choses. Sur ce que tu disais par rapport à l'absence de psychologie dans le monde du football, je pense que c'est dû à 2 choses. Premièrement, au fait que le monde du football reste un monde où être vulnérable n'est pas bien perçu. Donc le propre joueur, il va être réticent à dire qu'il a un problème parce que c'est un monde où tu dois être perçu comme fort, comme, tout est OK, il y a pas de problème. Donc je pense qu'il y a une évolution, mais il reste encore beaucoup de cas où être vulnérable, c'est pas bien perçu et tu veux pas montrer que tu es vulnérable. Donc il y a déjà un problème au niveau du propre sportif en lui-même qui veut pas montrer qu'il est vulnérable. Et puis après, au niveau des clubs, effectivement, on dépense des fortunes au niveau de tout ce qui est, toutes sortes de stratégies au niveau physique, mais pas assez ou très peu au niveau mental et c'est incroyable parce que pour moi, la différence entre un joueur de D3 et de première division en Espagne, c'est pas une question tactique ou technique souvent. C'est une question psychologique, c'est une question de prise de décision. C'est-à-dire un joueur de D1, il prend des meilleures décisions et de manière plus constante qu'un joueur de D3. C'est là, pour moi, la grande différence entre un joueur du top niveau et un joueur. Moi, par exemple, sur le terrain, je prenais toutes les mauvaises décisions. Je n'étais pas un joueur intelligent sur le terrain. Ma prise de décision n'était pas bonne. Au niveau tactique, technique, ça allait, ça, mais c'est la prise de décision
non, qui me faisait défaut. Hem, après par rapport à ce que tu disais sur le recrutement des joueurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais et d'ailleurs, je pense qu'un des éléments qui ont fait qu'on a eu le succès qu'on a eu à Major, c'est qu'on ne s'est pas seulement limité à l'élément tactique ou technique d'un scout normal, on y a ajouté des données, des datas qui sont un élément, mais après on a passé beaucoup de temps pour comprendre c'est qui la personne qu'on va prendre chez nous. C'est-à-dire, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié, est-ce qu'il a des enfants? Quel feedback on reçoit de gens qui ont travaillé avec lui avant? Des entraîneurs, des coéquipiers, des présidents. Donc on passait beaucoup de temps pour obtenir des références personnelles de la personne qu'on prenait. Est-ce qu'il a été capitaine dans les équipes là où il a été? D'ailleurs, on avait pris sur, je sais pas, sur 15 joueurs nouveaux qu'on a pris, je crois, 11 avaient été capitaines d'équipe avant de venir chez nous. Donc on passait beaucoup de temps à comprendre qui était la personne, pas le joueur. Le joueur, c'est la première partie du rapport. Disons la personne qu'on prenait. Et une fois que toi, tu mets les bonnes personnes dans ton groupe, tu as du succès. Euh, mais après, c'est aussi important de comprendre que dans un groupe, tu n'as pas besoin d'avoir 25 joueurs talentueux. Tu as besoin d'avoir des gens qui gagnent des matchs, mais d'autres qui acceptent qu'ils auront un rôle secondaire dans l'équipe et qui sont OK avec ce rôle-là Mmh. et qui sont OK de pousser ceux qui doivent jouer. Non? Et c'est ça souvent l'erreur, à mon avis, que des gens font au jour d'aujourd'hui, où ils pensent que prenons les 25 meilleurs joueurs. C'est pas comme ça que tu gagnes en général. Est-ce C'est que c'est une combinaison de différents facteurs qui font qu'après, tu as du succès. c'est le je vais un peu vite et loin là, mais ça, ça va être le futur problème de Chelsea, non, à ce rythme-là? C'est possible parce que c'est pas facile de gérer 25 personnes qui veulent jouer et qui sont venues avec l'attente de jouer parce qu'on a payé de l'argent pour eux. Ouais. Non, c'est vrai que tu viens de mentionner le fait il faut aussi avoir des joueurs qui sont prêts à accepter un rôle moindre, mais qui vont quand même pousser les gens. Alors, bon, je reste professionnel, mais je suis un fan d'Arsenal, donc je pense toujours à Rob Holding qui, je pense, incarne vraiment ça. Il sait qu'il va pas beaucoup jouer, mais les joueurs le décrivent toujours comme quelqu'un qui est de bonne humeur, qui va détendre l'atmosphère, qui certainement est une présence positive, en tout cas sur la base de ce que je peux lire dans la presse. Et c'est vraiment quelqu'un qui, au final, ne va pas avoir autant de minutes que Saliba ou Gabriel en défense centrale. Donc, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très peu parler. Il faudra avoir ces joueurs dans l'effectif qui vont se contenter de moins quelque part et qui vont quand même apporter euh, des bonnes choses à l'équipe en général, globalement. C'est fondamental parce qu'on revient à ce qu'on disait. Chaque match, il y a 14 qui sont pas contents. Exact. De lundi qui sont pas contents. Si toi, de ces 14, tu en as 12 qui pensent qu'ils doivent jouer tout le temps et qui tirent la gueule le lundi, tu as un problème. T'as un problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes que sur le papier, tu dis, mais cette équipe-là, ils doivent gagner, c'est sûr. Et ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas parce que c'est pas seulement avoir les meilleurs, c'est une question d'avoir une bonne, disons, combinaison de profils. Non? Et des gens que tu sais que s'ils ne jouent pas, il va tout donner, mais s'ils jouent, il va aussi tout donner. Des gens qui sont constants. Et ce n'est pas seulement une question de talent. Donc, à mon avis, c'est ça la clé. Et par rapport à ça justement, j'ai envie de te demander, est-ce que ça de la PFA, peut-être c'est aussi pas un de vos rôles, en fait, peut-être principal ou secondaire d'apporter cette, peut-être, ouais, cette aide, niveau psychologique ou de la mettre en avant? Parce que comme tu disais, ben, on n'en parle pas forcément beaucoup, même si c'est en train de se développer, mais c'est quelque chose que beaucoup de footballeurs, ben, sont concernés et sont touchés. Là, ben, l'exemple qui me vient en tête, c'est, Jadon Sancho qui a eu là, dernièrement, qui a dû aller s'entraîner, tout seul, aux Pays-Bas, parce qu'il était un peu touché, ben, au niveau mental. Est-ce que vous, ça fait aussi partie justement de votre rôle, de ça, de mettre en avant ce soutien-là? Absolument. D'ailleurs, on a un département de soutien psychologique aux joueurs, là où on fait exactement ça. Et au-delà de ça, je pense que nous, on doit être cet endroit où ils peuvent aller sans risque d'être jugés et sans risque d'avoir aucun impact sur leur carrière. C'est-à-dire d'être cet endroit où on va leur dire la vérité, même si la vérité parfois n'est pas agréable à écouter, mais un endroit, disons, où ils peuvent parler de manière confidentielle de choses qui les touchent, en sachant qu'ils vont recevoir une réponse qui va être une réponse honnête, parfois qui va leur plaire et d'autres fois qui ne va pas leur plaire, mais honnête et directe. Mmh.
Et par rapport à ça, maintenant, enfin, ça me fait un petit peu penser au lien avec les médias. Parce que là, tu dis, voilà, donc c'est important pour un joueur d'avoir, un lieu où justement il peut être, bah, il a des personnes de confiance en face de lui, où il va pouvoir s'exprimer, librement et de manière confidentielle. Est-ce que c'est aussi important peut-être d'avoir, parce qu'aujourd'hui on sait que les médias c'est, voilà, c'est, on cherche beaucoup à faire le buzz, à utiliser, ben, la popularité du football et des footballeurs, pour faire des clics, et est-ce que c'est pas aussi important aujourd'hui de développer peut-être ce côté où, ben, d'offrir la possibilité aux joueurs de s'exprimer? Certains peut-être ressentent le besoin de parler, parfois ça fait du bien, et de dire aux gens, aux fans, heu, ben, certaines choses, mais sauf qu'ils n'ont pas forcément le média ou la plateforme en qui ils peuvent avoir confiance pour ça. Est-ce que c'est pas aussi un côté intéressant à développer? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui commencent à aller plutôt sur Twitch ou sur des podcasts comme celui-ci, plutôt que dans des médias traditionnels qui ne cherchent que le clic, qui ne cherchent que l'ego titre, qui ne cherchent que la polémique. Et d'ailleurs, c'est une discussion que j'avais il y a pas longtemps avec un journaliste en Angleterre. Je disais, mais je pense que les médias traditionnels doivent se rendre compte qui, qui, qui ne vont obtenir des joueurs que des réponses standards parce qu'il n'y a pas de confiance. Et comme il y a pas de confiance, tout ce qu'ils vont obtenir, c'est réponses standards. Comment s'est passé le match? Un match compliqué, les réponses disons typiques parce que tu sens comme joueur qu'on va chercher le clic, qu'on va chercher le titre et qu'on ne s'intéresse pas. D'où le fait que beaucoup d'autres plateformes prolifèrent et ont du succès parce que les joueurs, ils sentent que cette conversation, ils sentent qu'on ne va pas chercher le clic, sinon qu'on va chercher, disons, de connaître l'homme, non? Et pas seulement le joueur. Ben, c'est vrai que ça donne vraiment l'impression, et c'est comme ça depuis des années, que en fait, c'est un peu le taureau qui continue à donner des coups de corne dans le mur sans arrêt, et en fait qui rien va changer. C'est tout le temps, c'est ça, c'est les mêmes questions, la même approche depuis des années, des années et des années, et c'est vrai qu'il y a personne qui s'est peut-être dit à un moment: «Bon, faut peut-être prendre du recul et attaquer le problème différemment», et c'est vrai que ça donne cette sensation, que ce sentiment que ça qu'en fait, les médias traditionnels se limitent eux-mêmes, certainement dans leur métier. Hem, Mais tu cours le risque de perdre les joueurs et en Espagne, par exemple, il y a beaucoup de nouvelles importantes qui sont plus communiquées par le biais des médias traditionnels, mais qui sont communiquées, par exemple, sur Twitch. Parce que les joueurs, ils préfèrent aller communiquer des choses importantes là et plus par le biais du média traditionnel. ouais, c'est un grand sujet aussi. Hem, Guillaume, je suggérais, en tout cas, j'avais encore une dernière petite question, pour toi, petite, anecdotique en tout cas, question avant d'attaquer les questions de fermeture, qui sont ces quelques questions auxquelles répondre en une phrase, qu'on aime bien poser pour terminer l'épisode et qui incarne vraiment, ce podcast. Est-ce que ça va pour toi? C'est C'est bon, parfait. je sais pas si je vais réussir à faire en une phrase, mais je vais je vais tenter. Un bon Alors, petit exercice. ma dernière question avant les questions de fermeture, et celle-là, tu as pas besoin d'une phrase pour répondre, c'est, et vraiment, avant tu as dit que tu voulais te laisser surprendre, alors nous aussi on aimerait être surpris par toi maintenant. Je t'embête un petit peu, mais est-ce que tu peux nous raconter, sans nécessairement évidemment donner de détails, de nom ou quoi que ce soit, mais un cas qui t'a marqué depuis que tu es arrivé à la PFA pour les raisons qui sont les bonnes pour toi? Donc quelque chose de drôle ou pas du tout drôle, mais quelque chose qui t'a marqué juste de manière anecdotique, et que tu peux raconter dans ses limites. Qui m'a marqué, Un cas, ouais, qui t'a marqué. on est beaucoup de cas intéressants. Je pense qu'un cas qui me vient à l'esprit, un jeune joueur de 18 ans de Blackpool qui a été le 1er joueur, des 20 dernières années à se déclarer homosexuel, d'une Ouais. manière ouverte et j'étais vraiment impressionné par son niveau de très mûr, très, sûr de lui-même malgré sa jeunesse, très éloquent. J'ai trouvé ça vraiment très, très impressionnant. Une personnalité magnifique. C'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc Très tu bien. parles ça en tant qu'anecdote parce que justement ça a été fait avec la PFA, c'est aussi ça le rôle que tu disais avant? On avait fait un séminaire, justement de santé mentale et Mmh. après le séminaire, il y avait un questionnaire, disons de suivi, là où les joueurs pouvaient, disons, indiquer des préoccupations qu'ils avaient
et une d'entre elles était sexuelle et ce joueur-là avait, disons, coché cette case-là. L'équipe s'est mis en contact avec lui, notre équipe de PFA. Ils ont travaillé ensemble sur un plan de communication pour qu'il puisse annoncer ça et j'ai trouvé vraiment impressionnant je l'ai vu très, très mûr, très, 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 très solide dans ce raisonnement, dans sa manière d'être. C'était vraiment impressionnant. Je suis pas sûr que tous les joueurs que j'ai rencontrés auraient cette personnalité à 18 ans. Mmh. Tout à fait. Magnifique, merci pour, cette dernière petite anecdote et puis, il est temps maintenant, à moins que Guillaume, tu veuilles encore ajouter quelque chose ou bien toi, Maïta, tu veux ajouter quelque chose, d'attaquer nos questions de fermeture. Donc Parfait. nickel. Alors, en effet, pour ces questions, tu as besoin tu es autorisé à une seule phrase. Non, je t'embête. Évidemment, tu peux en avoir 2 ou 3 s'il le faut, mais l'idée, c'est d'avoir une réponse courte, et d'enchaîner ces questions. J'ouvre le bal, Guillaume, et je te laisserai, faire la suite, mais, hem, qui est ta plus grande source d'inspiration dans ta vie? Et je précise, ça peut être quelqu'un vrai ou quelqu'un, d'imaginaire, enfin une figure, personnalité, X, Y. Patrice Lumumba. Maintenant, on verra si vous le connaissez. Non. C'est c'est Ah la non! personne qui a amené le Congo à l'indépendance en 1960 et OK. c'est un leader politique qui après a été assassiné juste quelques mois après l'indépendance du pays. Ça a toujours été une incroyable source d'inspiration pour moi. On ose demander pourquoi? Ouais, on rajoute des règles à notre jeu. Parce que le Congo, c'est le pays d'origine de mon papa et bien entendu être capable de mettre fin à l'époque coloniale, c'est en parlant de think big, je pense qu'il y a très peu d'exemples qui vous démontrent qu'est-ce qui peut être obtenu avec une vision, avec la détermination, avec le travail, non? Avec le belief parfois un peu fou de penser que les choses peuvent arriver et elles arrivent. OK. Et maintenant, quelle est la plus grande révélation de ta vie ou dans ta carrière? Grande révélation, Mmh. waouh! Mais je te dirais que, la plus grande révélation, je pense que l'arrivée de mes enfants a été une révélation pour moi dans le sens où j'avais toujours été l'épicentre de mon propre monde et tout d'un coup, tu plus, c'est plus le centre. Non, tout d'un coup, il y a ces deux éléments perturbateurs qui rentrent dans ta vie et tout d'un coup, ton ordre de priorité, ton ordre d'importance change de manière très, très importante. Non, ça change l'épicentre de ta vie. Qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme? Beaucoup, hein, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je dirais de manière, il y a très peu de choses que j'ai aujourd'hui qui ne sont pas liées au foot, directement ou indirectement. Et alors bon, ça dépend de quelle est ta définition du succès, mais quelles sont selon toi les clés du succès? D'être capable de juger toi-même ton succès, que ton succès ne dépende pas de la perception des autres. Et ça, c'est la chose la plus compliquée, non? Qu'indépendamment de l'opinion des autres sur ce qui est le succès, que toi-même, tu sois capable d'être content avec toi-même, non? D'être en paix avec toi-même. Et c'est pas facile. Je trouve que c'est une très belle réponse et une réponse qui prend beaucoup de sens dans la génération dans laquelle on vit, surtout à cause des réseaux sociaux, où en fait on a tous un monde, ouais, idéalisé, pardon. On rêve tous de quelque part être, à dans ce poste un peu, où on est riche, où on vit en jet privé et cetera, mais et quelque part on oublie l'essence même de la vie ou être capable d'être heureux même de ce qu'on a. C'est quelque chose qui nous a complètement glissé entre les mains, en fait, et c'est quelque chose qui est tellement rarement souligné, donc merci de l'avoir rappelé.
Parce que je pense que si on arrive à l'appliquer, c'est quelque chose qui peut, changer le quotidien d'une personne et changer sa vie. Et Vraiment. si tu me permets, même si je casse les règles, il y a beaucoup de gens riches ou successful qui sont pas heureux, hein. Beaucoup de Mmh. gens qui finissent par se suicider, qui finissent dans la drogue, qui finissent c'est pas forcément la perception du succès par des autres, c'est ta propre perception du succès, non? Et d'arriver à un moment où tu as pas besoin de l'opinion des autres pour te sentir successful, à mon avis, c'est ça le monde, surtout dans un monde qui est très, c'est un petit peu un gros mensonge parfois, non? Parce qu'on te fait sentir que tu es très, très bon et tu l'es pas forcément autant bon qu'on te le dit et on te fait sentir comme si tu étais rien et tu pas non plus si mauvais que ça, non? Donc dans un monde qui est si, disons, parfois un petit peu mensonger, non? Je Ouais, pense que j'allais dire volatile peut-être, dans un extrême, qui exactement qui va dans un extrême ou dans l'autre assez rapidement et qui perd la neutralité ou l'équilibre. l'important de trouver ton propre équilibre. Très important, point que tu as souligné. Quel conseil donnerais-tu au Maïta qui a 15 ans? Il y a 15 ans, Ouais. continue d'avoir faim, continue d'être déterminé, continue à pas voir des obstacles dans des opportunités. Et pour terminer en une phrase, quel est le message que tu aimerais que les gens retiennent de ton passage sur, Pluton Football? Hem, que je suis quelqu'un qui n'oublie pas d'où il vient, Mmh. que j'ai pas oublié mes origines, que je suis fier d'où je viens, que je suis fier d'essayer de redonner quelque chose, non? Aux gens de ma région ou des gens qui j'espère puissent être, disons, peuvent trouver mon parcours intéressant et peut-être trouver des éléments qui leur servent pour avoir beaucoup de succès, mais du succès mesuré par eux-mêmes, pas succès mesuré par d'autres.